to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un livre, non pas forcément un livre axé autour du cinéma comme j'en ai l'habitude depuis 3 ans, un livre, un roman qui est paru aux éditions Makula en France, mais qui à la base est paru d'abord aux éditions Barzac, qui est une maison d'édition algérienne. Le livre est écrit par un romancier, écrivain, journaliste, dramaturge algérien qui s'appelle Mustapha Ben Fodil et que je connais depuis très très longtemps. Le livre s'appelle Terminus Babel. J'ai oublié de dire aussi que Mustapha est journaliste pour El Watan, grand reporter aussi. On en reparlera très certainement dans le rapport aussi à l'écriture. Et c'est un ami et on se connaît depuis longtemps et ça faisait depuis un certain temps que je voulais qu'il vienne sur la chaîne pour nous parler de son rapport aux images par le prisme de sa littérature. Voilà, en gros. Et il a accepté. Et comme il y a ce livre qui est un prétexte, on va parler bien évidemment de l'intériorité du livre, c'est évident. En tout cas, il est là et je suis vraiment content. J'espère n'avoir rien oublié. Si une petite chose qui est très C'est parfait. importante, c'est que le livre est édité dans un premier temps chez Barzac en Algérie. C'était pour aussi saluer nos amis Voilà, de chez voilà. Barzac, On se Selma ressemble pas. Voilà. et Sofiane. Et ça, c'est l'édition Barzac. Ouais, ouais. Et Ça c'est Barzac, voilà, Balzac et ça c'est Macula. Voilà. première question que j'ai envie de te poser, cher Mustapha, heu, très simple. Nous sommes le 12 septembre 2024. Comment vas-tu? Comment tu te sens? Eh bien, d'abord extrêmement heureux que cette conversation se fasse enfin, parce qu'effectivement ça faisait un moment que tu as eu la bonté de me proposer ce format et il y a eu pas mal de péripéties qui ont fait que ça ne s'est pas fait tout de suite et aujourd'hui on a pu le faire. Et en plus, le choix de la date n'est pas anodin, c'est le 12 septembre, c'est l'anniversaire de ma fille Nina qui fête aujourd'hui ses 7 ans et donc ça fait, amplement sens pour moi et je profite de cet espace pour lui souhaiter, toute la douceur du monde. Voilà, donc je vais très, très bien grâce à toi. Bah, écoute, on lui souhaite aussi un bon anniversaire. Écoute, tu sais quoi? D'emblée, je vais, avec ton autorisation, lire Oui, un tout petit extrait qui va nous permettre, d'introduire cette conversation. C'est la page 236 dans les éditions, Makula. C'est pratiquement vers la ouais, fin. Voilà ce que tu ouais, écris. Alors je décontextualise, hein, ouais, l'extrait du livre. Ça veut dire que, i ouais, délibérément, je retire le sens de cet extrait du livre parce que l'extrait dit aussi certaines arrive à un certain moment du livre qui est très important parce qu'on va parler aussi ça du montage dans tes romans, en tout cas dans ta création et ouais. page 236, tu écris et c'est reparti. L'écrivain m'écrit et moi j'écris un autre monde. Je me parle tout seul et un autre livre s'écrit, ou le même, allez savoir. Le même livre qui continue, texte circulaire, enfer des tourments recommencés, un livre qui s'étale de la mer à la mort et de la mort au texte central, le texte intégral. Mais lequel? Je ne le sais. Je sais seulement Ktab, oui, je m'appelle Ktab et je suis vivant. Tu entends UTBS, tu entends Aïda. Je suis vivant et je suis livre. Donc, ma question, elle est très simple. Je paraphrase le titre d'un film de Raymond Depardon qui s'appelait Comment Afrique, comment ça va avec ta douleur? Et moi, j'ai envie de te demander, Mustapha, comment ça va avec ta Ouais. littérature? Ouais, bonne question et qui ouvre un boulevard justement pour attaquer cette émission. En fait, je suis, à un moment, de mon parcours, où je suis atteint de boulimie. C'est-à-dire à 2 niveaux, c'est-à-dire, c'est une boulimie en fait plurielle parce que je regarde beaucoup de films et je lis beaucoup de tout et j'écris aussi beaucoup. C'est-à-dire je suis sur plusieurs formes différentes, c'est-à-dire, à la fois poésie parce que c'est mes amours premières, la poésie et aussi je travaille sur un autre chantier, qu'on appellera un petit peu par convention roman et aussi je taquine le théâtre donc j'ai aussi, un coin de ma tête, qui est aussi là-dedans et je renoue aussi avec les histoires courtes, avec les nouvelles.
Et donc je suis dans un désir profond de recommencer ce modeste challenge qui me poursuit depuis mon enfance, c'est-à-dire comment écrire juste. Mais cette question, comment écrire juste, elle est aussi, compliquée, qu'un cinéaste, lorsque il ou elle, un ou une cinéaste, se pose la question de savoir, où je dois mettre la caméra. Ça, c'est la grande question d'un cinéaste, ou Oui. d'une cinéaste lorsqu'il fait son film. Où je mets ma caméra? Où je me positionne? Donc cette question d'écrire juste Mmh. pour un écrivain, elle se traduirait comment selon toi? Justement, c'est l'une des énigmes de l'écriture, c'est-à-dire, parce qu'il y a, si tu veux, bien sûr, plusieurs sensibilités. C'est comme au cinéma. Donc on peut être, dans une écriture, plutôt dépouillée, de la sobriété et ce serait ça écrire juste, une écriture de l'économie et puis, ça peut être une écriture du foisonnement. C'est-à-dire par une espèce d'ambition démesurée de tout dire, de tout raconter, de mettre un mot et un nom pour chaque chose, on pourrait peut-être épuiser l'acte d'écrire et ce serait ça, l'écrire juste. Donc moi, je teste plusieurs choses en fait. Moi, c'est pour ça que je me situe plus du côté de l'expérimentation dans le sens où je teste et je passe mon temps à tester en fait des formes et je n'ai toujours pas la réponse et c'est peut-être ça le moteur. C'est parce que je n'ai pas la réponse et c'est tant mieux. Je peux pas dire: «Voilà le manuel, voilà qu'est-ce qui serait filmer juste ou écrire juste». C'est d'abord il y a bien sûr du côté du public une très, très grande variété de goûts. Il y a des gens qui aiment les formes courtes, il y en a qui aiment les formes, longues, il y en a qui aiment les formes baroques, il y en a qui aiment les formes froides et moi, ma sensibilité m'a toujours amené à chercher en fait, à combiner des choses qui peuvent paraître, heu, cloisonnées. Par exemple, je prends le discours des sciences sociales, je prends les mathématiques, je prends le cinéma, je prends le théâtre. En ce moment même, je suis en train de travailler sur une forme hybride entre roman et théâtre, par exemple Mmh. et je vois qu'est-ce que ça peut donner et c'est cette, expérimentation perpétuelle qui me pousse à revenir à chaque fois, à remettre, l'ouvrage sur le métier, comme on dit. Et à chaque fois que tu te lances dans une expérimentation, des mots, MOTS, et que donc dans cette Ouais, expérimentation, il y a un moment, tu crées aussi des visages ou des personnages ou des objets qui sont des personnages aussi. Là, pour le coup, dans oui, Terminus Babel, c'est un objet oui. qui finalement est un personnage. Est-ce que, dès le Mmh. départ, il y a cette envie très forte de, d'avoir leur confiance à ces personnages, alors que tu les crées, mais d'avoir d'abord leur confiance et ensuite de continuer Ouais. l'expérimentation. Et justement, c'est marrant que tu en parles parce que c'est un peu le sujet de Terminus Babel, c'est en fait un conflit entre un personnage et son auteur, Mmh mh. qui est, aussi un thème assez éculé en littérature et une forme même de rébellion parce que c'est comme, en fait, si le narrateur il prenait le pouvoir. C'est en fait, c'est un personnage bon, en l'occurrence, dans Terminus Babel, le personnage, c'est un livre qui s'appelle Kteb et donc c'est lui qui va prendre le pouvoir narratif parce qu'il dit, c'est pas tout à fait ça ce qu'il est en train de vous raconter, depuis le début, ce qu'il appelle l'écrivain avec un E, majuscule, sans le nommer. Mais, si tu veux, cette tension, elle est vraiment, au-delà de la fiction, elle me travaille au corps. C'est-à-dire, parce que moi-même, en fait, quand je crée des personnages ou des situations, j'essaye moi-même d'abord de les connaître, de les apprivoiser et c'est très curieux parce qu'on se dit: «Tout part de la tête ou de l'esprit de l'écrivain», comment, il peut y avoir cette étrangeté? C'est-à-dire entre un créatif et ses personnages et pourtant, c'est quelque chose d'assez vrai parce que les personnages, ce sont aussi des objets, psychologiques et sociologiques et qui nous sont enfin différents. C'est-à-dire il y a d'abord un processus de différenciation qui s'installe quand on, braque une caméra sur un acteur et que cet acteur, avec le corps de cet acteur, on fabrique un personnage, donc il n'est pas l'acteur.
Et la même chose quand on braque sa plume, ou bien quand on, avec un tas de mots qui à la base ce sont des entités grammaticales, on fabrique quelque chose qui mine de rien ressemble à un corps, c'est-à-dire avec de la chair et des sentiments. Et donc se faire illusion, c'est ça l'affaire, la grande affaire de la littérature, c'est pour moi aussi la grande affaire du cinéma. Et quand tu pars pour Terminus Babel, lorsque tu as commencé à réfléchir à cette, à ce projet, à cette expérimentation, tu es parti de quoi exactement? Tu es parti de 2 personnages, c'est-à-dire ce livre et alors toi tu l'appelles parfois l'anti-livre. Cet anti-livre ou ce livre Oui, c'est ça, ou, l'anti-livre. Ouais. voilà, ou de est-ce que tu pars de personnages ou tu pars d'autre chose? Non, non, moi je suis parti en fait très simplement, Samir, du grand foutoir qui est mon bureau. C'est le grand foutoir qui est mon bureau. Et c'est vraiment pas une boutade, hein, c'est pas une boutade. C'est-à-dire que je t'explique parce que toi tu es papa et tu comprends très bien ces choses-là. C'est-à-dire j'ai fonctionné avec Amina, ma femme. On a essayé de trouver, on va dire, comme on dit dans le langage un peu des conflits internationaux, c'est-à-dire j'essaie de ne pas envahir son espace de travail parce qu'Amina, elle est artiste, elle a aussi besoin d'espace. Il se trouve que moi, j'ai un bureau bordélique, pour rester poli. C'est-à-dire, c'est tentaculaire. Le nombre d'archives que je détiens, et tout devient archive en fait. C'est-à-dire, si je prends juste là autour de moi, tu vas trouver, ça c'est un ticket de De bus qui métro? date de je ne De sais bus, combien de ouais. mois. Il est toujours là. Je peux pas, ouais. Oui, ça c'est métro. Et ça c'est un tout petit dessin de ma fille. Attends, je ne sais pas si on peut le voir. Oui, mais Voilà, ça c'est un petit dessin. oui, mais les dessins, je te coupe la Ouais, parole, Mustapha. Les dessins de tes enfants, c'est ouais. très, très important parce que dans le précédent bouquin, ça peut même parfois, participer au rythme Se de ton transformer, écriture. oui, ça peut faire œuvre, effectivement. Mais c'est très sincère. C'est-à-dire, j'ai voulu questionner, en fait, la notion de transmission par ces bouts de papier que je laisse que je sème autour de moi dans un désordre effarant, épouvantable. C'est-à-dire que, il se trouve que tu es un artiste et on te prête un pouvoir de démiurge. Genre, il y a cette idée que les artistes, tout ce qu'ils touchent, je dirais pas qu'il devient de l'or, non, mais tout ce qu'ils touchent fait sens. Voilà, ça devient un objet sémiotique. Et donc, moi, il se trouve que j'ai cette névrose qui consiste à ne rien jeter. C'est-à-dire, j'ai même du temps j'étais fumeur, bah, maintenant je fume plus, mais j'avais des paquets de cigarettes, je les jetais pas. Imagine, tu Mmh. vois, Samir, au rythme où tu fumes, si tu gardes tous tes paquets de cigarettes vides. Et j'ai des boîtes de paracétamol, j'ai bien sûr les tickets de train, les tickets de bus, les tickets de spectacle, les billets d'avion, les souches. Après, bien sûr, ça va au papier administratif et ça monte, bien sûr, vers les carnets intimes, vers le journal, vers les journaux, c'est-à-dire la presse, et un tas de bouquins de cahiers scolaires depuis mon enfance, tu imagines. Et il n'y a pas une maison qui peut contenir une masse aussi astronomique d'archives. Et il se trouve qu'en 2012, j'ai été invité par l'Université d'Aix-Marseille pour travailler sur le pilan. Le pilan, c'est-à-dire c'est la masse de livres qui est destinée à être jetée, en fait, beaucoup plus recyclée. En France, à peu près, chaque année, on détruit 140 à 145 millions de livres. Et donc, c'est cette bibliothèque de l'Université d'Aix-Marseille qui m'a invité pour travailler sur ce matériau-là. Et tout de suite, il y a eu une interrogation qui s'est imposée à moi comme une évidence, c'est-à-dire, d'un côté, on va jeter, tu as des bibliothèques qui vont jeter du Shakespeare, du Dostoïevski, du Kafka, du Lautréamont, du Hugo, etc., c'est-à-dire tous ces panthéons des lettres, tu imagines, parce que ça fait partie un peu du fonctionnement du capitalisme. Et moi qui ne suis même pas capable de jeter un ticket de métro. Et donc, c'est à partir de cette tension-là que s'est créée cette histoire. C'est-à-dire, et donc, j'ai écrit j'ai lancé un chantier en 2 temps. Le premier, si tu veux, le premier travail qui est sorti de cette expérience, c'est Body Writing, c'est ce roman qui a eu le prix Martin.
qui est sorti chez Macula sous le titre Alger Journal Intense, et qui est l'histoire d'un écrivain qui ne jette rien, justement. Et donc, si tu veux, l'histoire de Bodywriting, ça constitue, si tu veux, le volet 1 de ce qui va être Terminus Babel. C'est un diptyque, en fait. Les deux romans se font écho. Dans le premier, j'interroge justement cette névrose. Et cette névrose, comment elle devient, si tu veux, opérante, dramaturgiquement parlant, c'est quand ce type va disparaître. Il va laisser ses bouts de papier éparpillés dans toute la maison, et c'est ce corps de papier qui va devenir, si tu veux, il va donner chair, si tu veux, au mari qui est disparu. Et donc, ce corps de papier, il va prendre réellement une place dans la vie de cette femme qui s'appelle Mounia. Et le roman parle de... C'est assez psychanalytique, en fait. Il parle de cette relation toxique qui va se créer entre cette femme et ce corps de papier. Parce que qu'elle aille dans la cuisine, qu'elle fouille dans les tiroirs, qu'elle jette un œil sur un mur, elle va toujours trouver un bout de son mari qui s'appelle Karim Fatemi. Donc ça, c'était la première étape. Et la deuxième, c'est dans Terminus Babel. C'est en fait, ça parle d'un livre qui, lui, va être détruit. En tout cas, il va à un moment donné être mis dans une réserve qui s'appelle le magasin aveugle, dans une bibliothèque au sud de la France. Et cette réserve, elle est destinée aux livres qui ont été retirés des collections qui vont être détruits. Et donc, c'est dans le laps de temps entre le moment où il va séjourner dans cette réserve et le moment où il va être exécuté qu'il va nous raconter sa vie. Et par flashback, il va nous raconter en fait l'histoire de ce roman qui est Bodywriting. Mais ce sont par ces deux, si tu veux, par ces deux approches, j'ai essayé de traiter la question fondamentale qui est finalement, c'est quoi l'écriture? Est-ce que l'écriture, c'est ce qui est policé par le marché, ce qui est autorisé, donc ce qui est clean, ou bien est-ce qu'il n'est pas dans le rebut, dans la rature, dans justement ce qu'on jette et ce qui est rejeté? Parce que dans cette notion de rejeté, donc le pilon, il n'y a pas que le pilon qui est rejeté pour des raisons écologiques, comme il est dit en bibliothéconomie, parce que c'est ça en fait l'idée. Quand moi j'étais à la bibliothèque d'Aix-Marseille, on m'avait clairement expliqué que ces livres, on ne les détruit pas de gaieté de cœur, c'est parce que c'était moyen de récupérer du papier. Ces livres, ils obéissent à des critères pour être éliminés. Ça, c'est la partie, si tu veux, un peu charmante du sujet. Mais il y a un autre pilon que j'appellerais un pilon, si tu veux, pervers, qui est le pilon du capitalisme, de l'industrie, qui, elle, détruit des livres par millions parce qu'ils ne trouvent pas leur place sur le marché, ou bien parce qu'on fait de la surproduction pour appâter le consommateur. Donc, on traite le lecteur comme un consommateur. Et moi, je dépasse cette problématique pour m'attaquer aussi à un autre pilon qui est présent, qui a traversé l'histoire de la littérature. C'est ce que j'appellerais le pilon politique, c'est-à-dire la destruction des livres, non pas parce qu'ils n'arrivent pas à se vendre, mais parce que jusqu'à l'assassinat, c'est-à-dire jusqu'à la liquidation physique des écrivains, comme c'est arrivé à Pasolini, comme c'est arrivé à Lorca, comme c'est arrivé bien sûr chez nous avec Tahar Djaout et compagnie, donc on a connu ça aussi. Ça me rappelle un peu la lecture du bouquin de Victor Hugo, Les derniers jours d'un condamné, où il y a, exactement, où il y a quand même l'abolition qui entoure ce livre, quoi, l'abolition de la peine de mort. Et ça me fait penser à ça. D'ailleurs, il était précurseur parce que, si tu veux, c'était l'un des tout premiers qui défendait, si tu veux, l'abolition de la peine de mort. Il y avait un peu de ça, mais c'est pas drôle, mais c'est intéressant de constater que ça part toujours d'une situation mortifère, catastrophique, mortuaire même, pour que ensuite l'expérimentation se crée dans Bodywriting. Il y a la mort de l'écrivain, et dans Terminus Babel, il y a une mort programmée d'un livre, mais ça ne s'arrête jamais. Ça pourrait être la fin de quelque chose, mais c'est le début finalement de quelque chose. Il y a un peu de ça. Oui, justement, dans ce que tu as lu, et je te remercie d'avoir choisi c'est le côté cyclique, c'est-à-dire
En fait, l'histoire de la création, elle est comme ça, c'est-à-dire, d'ailleurs, c'est le cœur même de ce que j'interroge dans Terminus Babel, c'est le processus de destruction-création, ou bien ce que j'appellerais l'effet palimpseste, auquel d'ailleurs un grand théoricien de la littérature qui s'appelle Gérard Genette a consacré un grand livre qui s'appelle Palimpseste, où cette idée, c'est-à-dire on efface, on essaie de laisser une trace, mais la trace du texte ancien, elle est toujours lisible quelque part, et c'est ce qu'on appelle l'intertexte. Donc c'est tout ce processus-là que j'interroge. Dans le livre, il y a plusieurs segments, plusieurs chapitres, on peut les appeler comme on peut, comme on veut. J'aimerais quand même lire, les différents chapitres et ensuite, si tu me le permets, je vais lire un extrait qui est, toujours aux éditions Makula, hein, tu l'as pas je crois que ce sera la page 112. Mais d'abord lire, les différents chapitres. Ça commence par le magasin aveugle, ensuite Ktab, Aïda, Bibliocoste, l'écrivain, Mort au pilon, littérature, lité, qui est raturé, Ouais, et rature, mais qui est attaché à lité. Le syndicat des personnages sans ouais, travail, l'artiste, déchet document, l'anti-livre, ouais. la voix, l'expérience, les jeux oulipiques, bruissement au seuil de la parole, la confrérie de l'atelier, écrire avec Alger, lunettes au pluriel, moustachu au pluriel, souriante au pluriel, le roman de Babel Oued, Babel on the Ground, les jeans malfaisants, la dernière image de Barcelone, la page manquante. On dit tout le temps l'image manquante dans le cinéma. Bah là, il y a la page manquante. On va y revenir après. Une balle dans la Oui, narration. Et tu as raison. ensuite, en majuscule, hurlant, je suis livre. Les titres de ces chapitres, on a Ouais. l'impression que ce sont des cartes postales que tu envoies. Mais des cartes postales qui ont cette particularité de ne jamais se finir. Oui, j'aime beaucoup l'idée de carte postale parce qu'en plus, euh, mon écriture, elle est toujours arrimée à, à une forme d'urbanité, c'est-à-dire à des villes. Par exemple, le chapitre Écrire avec Alger le dit clairement, le roman de Babel Oued, et tout de suite, dès que je démarre le roman, en fait, il y a Relizane. Relizane aussi, c'est un port d'attache affectif qui est présent dans mon enfance. C'est l'enseigne de mon enfance. Et donc, effectivement, enfin, ça me rappelle aussi une très belle performance de Jean-Michel Pistalier, Mhm. en fait, c'est une performance qui me rappelle exactement ce que tu dis, parce que c'est des cartes postales qu'elle envoie à partir de villes où il se passe quelque chose. On pourrait dire, c'est comme aujourd'hui, des cartes postales de Gaza ou de Beyrouth. Donc, on a un peu cette idée effectivement, c'est-à-dire de laisser une trace fugace comme ça, c'est-à-dire de façon parfois très, euh, en fait, vive, c'est-à-dire dans un geste vif qui n'est pas forcément dans l'observation lente ou dans la macération, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est happé comme ça sur le mode du zapping, tu vois. Et je fonctionne un petit peu comme ça parce que comme je tiens un journal depuis très longtemps, en fait, depuis mon adolescence. Et donc, j'ai toujours ce besoin de happer quelque chose sur le vif. Une image, un mot, un détail comme ça. Et j'avais même commencé à écrire un livre qui s'appelait Mes aéroports intimes. Mes aéroports au sens des villes que j'ai visitées, quoi. Mais c'est très drôle que tu racontes ça parce que j'ai interviewé il y a 3 ans de cela pour la chaîne, un critique de cinéma qui avait écrit un tout petit livre de cinéma, une espèce de nouvelle où il racontait, comme c'est quelqu'un qui voyageait beaucoup, donc il est très souvent, il était dans des aéroports et il a fait comme ça un petit essai sur les aéroports au cinéma. Et c'est devenu donc une configuration très intime. Eh ben, j'aimerais beaucoup le lire. Il s'intitule comment? Enfin, je ne sais Oh, pas si je pourrais le trouver parce que ça me parle énormément. Moi, j'aime beaucoup les voyages, j'ai toujours été un bourlingueur. Et c'est l'une des raisons qui a fait que j'ai choisi, à un moment donné, pour vivre, j'ai choisi le métier de reporter ouais, parce que on bourlingue pas mal quand même. Même bah, il si faut quand aujourd'hui même, je bouge moins.
il faut quand même, ça je l'ai omis de le dire, mais j'aurais dû commencer par ça parce que c'est très important. C'est que tu parles, de bourlinguer, donc d'être dans une espèce de géographie, mais il faut savoir une chose, c'est que en 2002-2003, je crois, si je ne me trompe pas, il y a un bouquin que tu as sorti, que tu as édité, que tu as publié, qui s'appelait Les 6 Ouais. derniers jours de Bagdad. Et ça, c'est Oui, oui, fascinant parce que parce c'est en que, 2003, ouais. voilà, Ouais. c'est très En fait, intéressant c'est parce une que ça trace. fait partie du corps, quoi. Bon, enfin, c'était une trace, si tu veux, d'un voyage en Irak. Effectivement, c'était pendant la guerre, après l'occupation d'Irak par les Américains en 2003. En fait, moi, j'étais parti avant la chute de Bagdad, et c'est pour ça que ça parle des 6 jours, parce que vraiment, c'était parce qu'il fallait un visa en fait pour rentrer en Irak. Et à l'époque, c'était un pur miracle parce que j'ai réussi à obtenir le visa grâce à Monsieur Kamal Bouchama qui était ambassadeur en Syrie à Damas. Et c'est à partir de Damas que j'ai réussi à rentrer à Bagdad. Et quand j'arrive, c'était en fait les 6 derniers jours avant la chute du régime de Saddam Hussein. Et, euh, et en fait, ce livre, c'était une capture, on va dire, encore une fois sur le vif de Mmh. ces événements qui étaient bouleversants. Mais je devais faire quelque chose de plus approfondi, donc je suis retourné en Irak et j'ai fait une grande enquête où j'ai recueilli plein de paroles de plein de monde, de plein de communautés. Et malheureusement, j'ai pas réussi à aller au bout de ce bouquin parce que juste à mon retour, début 2004, il y a eu en fait le début de l'élection présidentielle en Algérie pour le deuxième mandat de M. Bouteflika, qui avait entamé sa campagne électorale sur les chapeaux de roue. Et j'ai été chargé par le journal Liberté où je travaillais à l'époque de suivre M. Bouteflika. Donc, c'est à cause de M. Bouteflika, j'ai pas pu faire ce livre que je devais publier pour la première année de l'occupation d'Irak. Voilà. Permets-moi, s'il te plaît, de lire un extrait de Terminus Babel, c'est page 112. Je vais, encore une fois, et je m'en excuse auprès de l'auteur, décontextualiser l'extrait, mais parce Ouais, qu'il faut absolument que vous ayez un aperçu de cette manière, comment dire, pas de cette violence, mais une espèce de dynamique dans l'écriture. C'est important quand même d'avoir un aperçu. Voilà ce que. Et puis ensuite, je te poserai une question sur le performing, le performeur que tu es. Parce que ça, c'est très ok, important et ça fait partie aussi de l'expérimentation littéraire. Alors, tout à voilà fait. ce que tu, voilà ce que tu écris. Bourdonnement strident dans sa tête, du monde dans sa tête. Il cherche ses mots, transpire, cherche ses mots, tangue entre 1000 virgules. L'écrivain compte les cigarettes qui lui restent, les mots qui lui restent, le temps qui lui reste. Tic-tac, 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 vite, vite, vite. Le temps, le dieu Chronos. Il écrit avec des chutes de temps, des chutes de tension, le peu de temps et de paix que lui laisse le réel. Destruction de l'écriture par le réel, voix, bruits, obligations, téléphone, mail, inventaire, cigarette. Il écrit à volo de tout, rame contre la trame, fracasse les garde-fous. Il se perd dans ses marottes, cherche l'orgasme du rien, dans le déchiffrement du silence, le sens en pointillé, les territoires fermés, tourbillon voguant sur une mer déchaînée de signes, un maquis de signes sollicité par 1000 mains, cure de rigueur dans un océan de distractions, jungle de stimuli, appel d'essence, îles épicuriennes et sirènes implorantes, courtisées par 1000 calypsos chantant faux, cachant mal leurs défauts, leurs griffes dépassant de leurs gants, forçant leur voix aiguicheuse, et lui, fuyant Cyclope et l'estrigon, mendiant de la langue jetée sur des rivages escarpés, rescapé d'Odyssée monotone, réclamant pitié pendant que le monde s'acharne, l'accablant de messages intempestifs, le cerveau assailli par 1000 enseignes, spasme, spam, course, date, deadline, péremption, promotion, devoir, maison, virgule, précipice, rature, déchirure, parenthèse, digression, loisir, cigarette, litanie, doute, parasite, souris, peur, manie, voix, brouhaha, fantôme, verrue, tumeur, cheveux cassés, verbes hirsutes, bout de papier, voisin curieux, boulot, boulet, boulet, boulot, torticolis, message, Facebook, performance, lectures, éclecture, voyage, ubicriture, colon, gastrite, tentation, tentacule, texticule, lutte, course, boulot, manif, pétition, mail, urgence, appel, bourdonnement strident du réel, servitude virale de l'air, spam, spasme, corvée, maçon, plombier, paperasse, ténèbres, démence, errance, solitude, contemplation, poème, info, salaire, phobie, vadrouille, conférence, apnique, manif, deuil, internet, cigarette. J'arrête là, 3 points de suspension. Ma première question, comment l'écrivain, c'est-à-dire toi, Mustapha Ben Fodil, comment
Comment tu te sens lorsque tu as fini d'écrire ça? En fait, si tu veux, je t'explique juste, comment s'invite, ce type d'écriture dans quelque chose qui est estampillé roman. Moi, et par ricochet, je réponds à l'une de tes questions, c'est-à-dire mon rapport à l'image, mon rapport au cinéma. Le cinéma m'inspire énormément. Il ne m'inspire pas parce que les gens y croient que parce qu'il y a, on va dire, un style imagé, ça suffit pour, établir une corrélation entre cinéma et littérature, c'est pas ça. Parce qu'il y a ce qu'on pourrait appeler le principe actif du littéraire et le principe actif du cinématographique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait cinéma, qu'est-ce qui fait roman, par exemple. Donc moi, je trouve que chacun de ces deux médiums, il a ses codes, mais le cinéma m'a inspiré d'abord par des dynamiques narratives, par des stratégies narratives qui ne sont pas dans, si tu veux, le fait d'être dans une forme de discipline de l'intrigue, c'est-à-dire dans une espèce de écriture fonctionnelle qui est là uniquement pour accompagner les personnages dans des situations extrêmement encadrées, qui collent à l'intrigue de façon efficace. Je ne suis pas dans l'écriture dans l'idée de me dire je vais faire un roman pédagogique pour expliquer c'est quoi le bilan, accompagner ce livre depuis la bibliothèque jusqu'à l'entreprise qui va le détruire. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre les mots sur les choses qui me travaillent aux tripes. Je dirais juste ce type d'écriture, si tu veux, il fait écho à bien sûr, enfin, comme tout un chacun, j'ai une vision de la littérature et un point de vue et moi je ne suis pas un grand fan de l'écriture fonctionnelle, c'est-à-dire je lis de tout, j'aime énormément les classiques, mais parfois je me sens à l'étroit, si tu veux, dans une écriture comme ça qui serait, heu, organisée de façon, à ce qu'elle soit toujours efficace et je me méfie parfois du mot efficacité parce qu'on avait commencé tout à l'heure, on parlait de digression. C'est précisément en fait, par l'anodin, par ce qui n'est pas, en fait, très pertinent, bien qui ne sert pas à première vue l'intrigue. C'est dans ces endroits-là que se situe l'écriture et j'ai besoin d'avoir des moments de respiration comme ça. C'est pour ça dans le roman, il va y avoir par exemple des passages comme le bruissement au seuil de la parole, où je me lâche un peu, où on est plus dans une écriture un petit peu poétique et pour ce passage, par exemple, j'aurais pu le décrire de façon, comme ça, c'est-à-dire très premier degré, en décrivant une journée de travail type dans la vie de cet écrivain. Mais j'avais éprouvé, en fait, le besoin de casser, des digues et j'ouvre une parenthèse parce que je parlais de l'influence du cinéma, par exemple, moi de voir un Tarkovsky, c'est sans les images à la Tarkovsky, la narration à la Tarkovsky, c'est ça qui me parle. Bien la David Lynch, c'est en ça que le cinéma me parle et m'influence, quand je prends la nouvelle vague. C'est des gens qui ont cassé les codes et ils n'ont pas cassé les codes par coquetterie. C'est ça ce que peut-être ce qui est important de souligner, même si il n'est pas interdit bien sûr d'avoir de la coquetterie, de faire des choses uniquement par bravade ou bien par lubie. Mais je trouve que cette esthétique-là, elle a le mérite de prendre en charge une forme de complexité et d'apporter une forme de nuance comme ça, d'apporter une forme d'hésitation parce que pour moi c'est dans le je ne sais pas, dans je ne sais pas, dans je ne sais pas exactement quel mot mettre sur cette situation, cet état. C'est là que se situe peut-être, c'est à cet endroit-là, en tout cas, que moi je ressens le mieux, la force de l'écriture. C'est précisément dans ce qu'elle a du mal à nommer et il y a une autre dimension importante, c'est parce que quand j'écris, je me projette justement, tu avais parlé tout à l'heure du côté performeur et un performeur, il a besoin de matière et tu sens quand tu écris, en fait, c'est exactement comme le lecteur, à l'autre bout, à la réception. Il y a des pages et des passages et des séquences qui sont plutôt destinées à une forme de lecture silencieuse, en solitaire et il y a des endroits où on sent que l'écriture, elle a envie de casser la cage de la page, de sortir du livre et d'occuper la cité, de l'espace public et donc de crier ou de se faire entendre et c'est pour ça que je prends soin à écrire, de façon un peu sonore, c'est-à-dire des choses qui, à la lecture, paraissent bizarres. Mais moi je sais qu'en les entendant
dans une forme performative, elle fonctionne. C'est-à-dire, je sais que par expérience, il y a des passages qui donnent rien à la lecture silencieuse, mais quand on les performe, ça donne mieux. Mais en amont, on a besoin d'avoir cette matière-là. Et donc moi, si tu veux, quand j'écris, je pense écriture sonore et je pense écriture visuelle. C'est-à-dire, parce que déjà le livre lui-même, c'est une texture, c'est un grain, comme on dit dans l'imprimerie. C'est-à-dire, c'est une typographie. Donc déjà, il y a du visuel. Le livre, c'est cet objet qui n'est pas que des mots, enfin des signes linguistiques qui vont se déployer selon une narration. Et donc, il y a du visuel, il y a du sonore, et ce sont deux dimensions qui sont extrêmement importantes pour moi dans l'économie générale du livre. Au début de l'émission, tu évoquais, une période de boulimie, dans tout, la littérature, le cinéma et en l'occurrence le Oui, cinéma. Est-ce que, ouais, j'aimerais savoir quand tu as commencé à travailler sur le projet de Terminus Babel, est-ce qu'il y a eu de ta part, des ouais. envies délibérées d'aller chercher quelques films qui pouvaient peut-être t'aider dans l'expérimentation? Ou alors est-ce que tu t'es laissé guider par le hasard du cinéma et ensuite ce hasard a eu des répercussions sur Terminus Babel? Non, je veux dire, ça fait partie des choses qui me nourrissent le cinéma. C'est-à-dire, si je vais, admettons que je vais travailler sur Tarkovsky, je vais me faire 3-4 films de Tarkovsky. Enfin, je parle de Tarkovsky comme je peux parler de Kubrick ou comme je parle de Godard. Mais ça, c'est, on va dire, c'est vraiment parce qu'il y a le travail qui l'exige. Un peu comme je fais comme journaliste, tu vois, je travaille sur une thématique donnée. Si je travaille sur les accords d'Évian, je vais faire une documentation sur les accords d'Évian. Mais moi, en fait, le cinéma, c'est quelque chose qui me libère. C'est pas une période donnée où je vais me dire, je vais bloquer un temps avec une liste et je vais me faire ça. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a quand même, le monde a changé dans la façon de voir les films. Aujourd'hui, il y a le streaming. C'est-à-dire, même quand tu n'as pas le temps d'aller dans une salle obscure voir le film projeté sur grand écran, tu peux toujours regarder. Moi, il y a des films, je n'ai pas eu la chance de les regarder en Algérie parce qu'on a eu, par exemple, des problèmes au niveau de programmation qui revient de façon récurrente. Je prends par exemple Abou Leila. Abou Leila, je l'ai vu à l'écran, à la cinémathèque, mais avant, je l'ai vu en streaming. Parce que au moment où Amine l'avait projeté à Alger, j'étais pas à Alger. Et pareil, j'ai vu Les Bienheureux de Sofia Djamar, bien je parlais des films de Magnus Ismail. Il y a pas mal de films que j'ai regardés. Donc ça fait partie, si tu veux, d'une consommation permanente. C'est exactement comme lire des livres, regarder des films ou aller à des expos. Ça fait partie des choses qui m'ouvrent la tête et qui me permettent aussi de voir comment font les autres. Pas forcément, même si on n'a pas les mêmes codes et les mêmes langages, mais ça donne, ça apporte quand même des idées. Donc ça fait partie vraiment de mon pain quotidien de regarder des films. Alors, en ce moment, j'ai regardé là, il y a 2 jours Oedipe Roi de Pasolini et je m'intéressais au Pasolini écrivain et Pasolini cinéaste. C'est-à-dire que ça m'intriguait, par exemple, le fait qu'il éprouve le besoin par exemple, dans certains de ses films, il numérote, il fait des chapitres avec des numéros, il y a des petits panneaux comme ça avec du texte, et ça m'intéressait de voir comment il procède, tu vois. C'est dingue parce que Pasolini, bon, tu le convoques aussi dans ce livre, mais j'ai l'impression, si on devait faire une petite digression, Pasolini, c'est quand même Ouais, une figure, un personnage qui assez tutélaire, assez important dans heu, parmi les quelques créateurs algériens que je connais, ouais. surtout dans le milieu du cinéma. Je fais une digression, hein, Mustapha. Pasolini, Non, mais c'est 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 important, c'est un c'est c'est un important. Ouais. personnage qui reste vraiment important, très important même. Oui. Oui, en tout cas pour moi, il l'est. Il est complètement par plusieurs biais. D'abord parce qu'il vient de la poésie à la base. À la base, Pasolini, il a fait du cinéma, je t'apprends rien, à la fin de sa vie, c'est-à-dire les 15 dernières années, en 1960. Quand il vient à Rome, etc. Après, il a été Stakhanovitz, c'est-à-dire il a fait 18 films, je crois, sur une quinzaine d'années. Mais avant, il était poète, il était journaliste, critique. Après, il a eu une vie tellement mouvementée. Et aussi, il y a quelque chose qui m'a toujours intéressé chez Pasolini, qui m'intéresse personnellement, parce que ça m'interroge, c'est son rapport à l'engagement. Il y a le Pasolini communiste.
et comment il arrive à trouver l'équilibre entre cette notion d'engagement et son art, même si sa poésie, elle a bougé entre l'époque frioulane, comme on dit, et l'époque romaine, mais c'est à plus d'un titre, à plusieurs titres. Et puis il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup chez Pasolini, c'est le Pasolini de Pétrole, son dernier roman, qui est, quand tu prends Terminus Babel, en fait, la structure, elle n'est pas loin de Pétrole, c'est-à-dire Pétrole, c'est vraiment un foutoir, un formidable foutoir. Même lui, il dit roman avec des guillemets, et moi, je suis exactement dans cette démarche. Je ne suis pas, enfin, j'emploie encore ce langage, ce découpage, roman, nouvelle, théâtre, mais j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal avec ces typologies, parce que moi, je parle d'écriture, tu vois, au sens large. Je suis dans l'hybridation permanente et dans le fragment, voilà. Pasolini, pour moi aussi, c'est une figure tutélaire. Voilà, il est titulaire pour moi aussi, tutélaire. Et aussi, bien sûr, sa fin tragique me parle parce que je travaille aussi sur cette dimension-là, la dimension politique de l'art. Et puis c'est vrai que qu'on referme ton livre, bah, il y a quoi? Ça peut être soit des poèmes, ça peut être soit parfois, dans le texte même des ratures, ça c'est assez impressionnant, Oui, de la oui, musicalité, parfois tu passes du français à l'arabe, il y a même parfois ouais, des longs extraits où tu te permets de citer des titres de romans ou des titres ou des oui. noms de personnes et c'est là où je veux en venir, c'est ce qu'on appelle, vulgairement le name dropping. Bon, on va pas dire ça comme ça, mais Name moi dropping, oui, oui, c'est ça, ouais, ouais, ça m'a ouais, toujours plu ça, les autocitations, les références utilisées. ouais. Qu'est-ce que ça dit chez toi ça, le fait de cette volonté très forte aussi d'intégrer dans cette expérimentation, dans cette écriture, des noms propres, que cela soit des livres ou que cela soit Ouais. des personnalités? Ça dit quoi? Ce besoin Non, non, important, viscéral? si tu veux, ça a évolué chez moi, le name de dropping. Ça a commencé par une quête de légitimité, donc la recherche, en fait, de toujours d'une forme de justification, c'est-à-dire tu vas toujours te mettre sous l'aile de quelqu'un pour dire j'en suis, pour dire je suis de cette communauté, que j'ai ma place dans la communauté des écrivains. La preuve, je connais un tel, je connais Kat Biassin, je connais Dib, je connais Seth Bar, je connais Borges. Donc il y a ça. Après dans Terminus Babel, elle se justifie ce name dropping parce que le sujet même du roman, c'est la destruction de livres stars. C'est ça le sujet. C'est-à-dire le Ouais. marché, comment la violence du marché peut aller jusqu'à traiter un Shakespeare et un Marc Lévy de la même manière. C'est-à-dire votre sort, c'est le pilon, sauf que bien sûr, les livres qui représentent des valeurs refuges, des valeurs sûres, bien sûr qu'ils ont une postérité différente. Mais en tant que produit, ils sont traités de la même manière. Parce qu'il y a toujours cette dualité entre est-ce qu'on parle d'une œuvre de l'esprit ou on parle d'un produit. Et donc cette chosification qui est inhérente au capitalisme, elle justifie justement cette débauche de citation qui foisonne dans Terminus Babel. Page 152, toujours, les éditions Makula, page 152, voilà ce que tu Ouais. écris: «Écrire avec Alger. Écriture déambulatoire avec Alger. Marcher, c'est écrire avec les pieds, dit-il. Boustron-Fédon graphique. L'écrivain en laboureur des champs sémantiques de la ville. Le voici marchant de Bab el-Oued à Sahat et Chouada, la place des martyrs, en suivant méthodiquement la ligne d'azur et de brume tracée par le front de mer. Il ralentit le pas en longeant le balcon maritime jouxtant le complexe El-Ketani, un énorme cube de béton décati. Étourdi par la vue ensorcelante sur la baie, ivresse aux effluves marins du promeneur solitaire, il est distrait, l'esprit naviguant, au loin, en butinant de son regard ébloui l'écume des flots. Il est débarqué de sa rêverie par le braillement d'un camelot. Il s'engage nonchalamment dans la rue Icosium, poursuit sa marche en direction de Caessour, le bastion 23, l'avenue encore, le commandement des forces navales qui squattent l'amirauté. Pour l'écrivain, Alger-la-Blanche est une page grise, raturée de stries lumineuses, et dont il s'amuse à noircir les marges à longueur de flânerie. Il caresse les courbes d'Alger comme dans un rêve éveillé, balade onirique entre les rues grouillantes et les monuments fanés, les ruses des rues. Ça l'excite, ça l'amuse, ça éveille la bête assoiffée de chair fraîche qui sommeille en lui, de nouvelles vies à happer, à capturer, à fourrer dans ses lunettes. Mais ce sont surtout les mots qui le font saliver. L'écrivain en chasseur de mots,
les mots palpitants de ce qu'on appelle le quotidien, glanés dans les cafés, au marché, dans le shahbi, chez les coiffeurs, dans les bus, dans les taxis, dans les faubourgs exubérants, dans les cités, les ruses des rues, les bons mots, féroces ou innocents, saisis sur le vif, les punchlines populaires qui trollent et clashent les puissants. Et les graffitis, bien sûr, les graffitis qui, songent-ils, disent le mieux le texte de la ville. Alger. Cette ville est un scandale tous les jours, note-t-il. Putain de ville insaisissable où l'écrivain passe son temps à refaire la topographie de ses lieux saints, en réécrivant sans cesse les noms des rues et les graffitis qui cognent, qui brûlent, puis se fanent et s'effilochent sur ces murs palimpsestes. Et puis tu parles du café Timsani, etc., etc. En plus de te dire que c'est juste très beau, c'est très imagé. Merci, J'ai merci beaucoup. l'impression de te voir Il y a en une Omar, caméra, tu vois, il y a des caméras. j'ai l'impression de te voir en Omar Gatlato Ouais. détendant. Non, non, mais très sérieusement, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle plusieurs choses, d'accord? Ça me rappelle des choses personnelles, mais bon, on n'est pas là pour parler de moi, mais parce que j'ai vécu à Bab el Oued 4 ans. Et ça me rappelle aussi autre chose. Ça me rappelle une création que tu avais faite Oui, avec Mohamed Ali Alalou, que je salue. oui, Et oui. c'était une création sur Aziz Alger Mati. et Aziz Mati. Et il y avait les. Ouais, Et vous aviez, on entendait, c'était de l'audio. Il y avait ouais, Alger et il y avait ce que disait Alger, le passé, le présent et ouais, l'avenir. Et l'avenir, c'était le hors-champ. C'est un moment magnifique. Et ouais. ça m'a fait penser à ça, en fait. Ça s'appelle Alger Normal, le livre. Alger normal, ouais. Alger Alger normal. Normal, il y avait des photos de Jean-Pierre Valorani. Et pour la petite histoire, le livre, il est sorti à Paris chez une éditrice qui s'appelle Françoise Truffaut. C'est pas un pseudo, c'est son nom, Françoise Truffaut, que je François salue Truffaut. chaleureusement. Ouais. Et puis il y a toi, il y a l'écrivain aussi, Mustapha Ben Fodil, dans cette ville. Et tu parlais de bourlinguer. Tu vas en Irak, comme tu peux aussi aller dans l'Algérie. Tu es grand reporter. Et moi, c'est là où c'est un moment très beau parce que c'est aussi un moment en pesanteur. Tu vois, ça fait partie, en Oui, c'est ça. apesanteur, excuse-moi. Et ça Ouais, fait en aussi partie apesanteur. de cette expérimentation. Ma question va être extrêmement simple, très cuisine interne. Mhm. Comment on fait pour écrire ça? En fait, c'est très simple. Là, je viens de confier un texte à notre amie Maya Wabadi, que tu connais bien, notre très chère Oui. Maya, que je salue chaleureusement, et à Lotfi Nia, qui est le super traducteur qui a entre autres traduit le dernier livre de Salah Badis, Mhm. des choses qui arrivent. Et Tu viens de citer des le personnes très texte, en fait, il importantes. s'intitule Si je peux la me permettre, syntaxe tremblante. si je peux me permettre, Mustapha, juste pour Oui, celles oui, qui oui, que je ne savent pas, salue chaleureusement, que j'aime si beaucoup. tu cites des personnes qui sont Ouais. très importantes dans l'édition et la littérature algérienne. Voilà, je voulais quand même préciser ça pour celles et ceux qui ne connaissent pas euh, ce Oui, oui, milieu-là. ce sont effectivement des personnes, et en plus qui nous font beaucoup de bien, qui nous font beaucoup de bien parce que ils et elles ont une touche exceptionnelle, un savoir-faire extrêmement précieux. Donc je parlais de Maya et je disais, donc Maya et Lotfi Nia, qui dirige donc la revue Fasl, qui est une revue de littérature contemporaine. Il Exactement. m'avait proposé de leur soumettre un texte de poésie et j'ai écrit un texte à partir d'un graffiti. C'est-à-dire, moi, que je sois à Damas ou que je sois au Caire ou que je sois à Bamako ou que je sois à Caracas, il y a toujours deux choses, j'ai deux réflexes, Samir. J'achète les journaux et je regarde les graffitis. En fait, c'est toujours la première porte par laquelle je découvre une ville. Bien sûr, après, je flâne beaucoup. Et, 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 et ce texte, en fait, il est inspiré d'un graffiti. D'ailleurs, j'ai fait la photo de ce graffiti qui dit, il est en arabe, il dit كل الذين ماتوا نجوا من الحياة بأعجوبة. Tous ceux qui sont morts ont miraculeusement échappé à la vie. Donc c'est le graffiti qui dit ça. Et je découvre en faisant des recherches que c'est extrait d'un poème de Mahmoud Darwish. Et D'accord. donc ça, c'est pour te répondre. C'est-à-dire, moi, devant un graffiti comme ça, je reste juste en admiration. Je me dis, parfois, voilà, il y a une gouaille comme ça,
sans enjoliver, sans faire dans la caricature. Je ne suis pas en train de servir une carte postale au sens un peu péjoratif. Mais moi, je passe mon temps, parce qu'en plus, je ne conduis pas, donc je passe mon temps à bourlinguer à Alger. Et chaque fois, je suis dans le ravissement. Je suis dans le ravissement permanent, et je ne suis pas dans le ravissement que devant les balcons en fer forgé ou bien les portes art déco. Je suis en admiration même dans les quartiers qui sont un peu décatis ou qui sont un peu délabrés. C'est-à-dire, moi, j'ai habité à Bab el Oued dans un immeuble qui était délabré. Mais même dans le délabrement, je peux trouver une forme de grâce. Et après, l'écriture, enfin, il le dit, le personnage, dans un passage dans le chapitre, le roman de Bab el Oued, il dit à Bab el Oued, ça s'écrit tout seul. En fait, tu n'as pas vraiment besoin de déployer un grand effort d'imagination. Le texte, il s'écrit tout seul. Et la poésie vient toute seule, mais ce n'est pas forcément de la poésie lyrique. Mais il y a une forme, en tout cas, de poétique de la ville qui est vraiment un moteur, qui constitue l'un des moteurs de mon travail. Quand il y a eu le Helak, oui. Toi, l'homme de mots, le journaliste, Oui. l'écrivain, celui qui regarde, qui voit, qui essaie de trouver de la beauté et qui ensuite, je le dis de manière très, très sommaire, mais est-ce que ça t'a donné l'envie, la possibilité d'expérimenter quelque chose? Ou est-ce que tu te Oui. disais: «Il faut attendre»? Oui. Non, effectivement, tu as amplement raison, Samir. Et d'une, j'ai écrit une pièce à partir du Hirak, inspirée du Hirak. Mais c'est une commande, mais une commande bénéfique, parce qu'on travaille aussi comme ça. Quand on est écrivain, on n'écrit pas toujours tout seul dans son coin. Il y a beaucoup de collaborations, et c'est tant mieux. Et donc, moi, depuis des années, j'ai un compagnonnage fructueux et très, très exigeant et très inspirant avec Khaledin Ladjan, qui est un metteur en scène de théâtre. Et donc, il m'avait fait commande il m'avait appelé pour me dire, est-ce que tu serais partant pour une pièce inspirée du Hirak? J'ai dit tout de suite oui, ça me parle, bien sûr. Parce que j'aime beaucoup le côté laboratoire, et le laboratoire, il tient sur deux jambes. C'est-à-dire, il y a le laboratoire de l'écriture pure, après il y a le laboratoire social, c'est-à-dire ce que j'appellerais le making-of social, comment l'écriture se déploie dans le réel et avec la société. Et forcément, le Hirak, c'est un laboratoire formidable, à tout point de vue. Et donc, je savais, en plus, j'avais couvert toutes les manifs, donc je savais que j'aurais pas beaucoup de mal à trouver quelque chose à raconter à partir de ça, même si c'était encore tout chaud et qu'on n'avait pas assez de recul. Et c'est comme ça que j'ai écrit une pièce qui s'intitule Fièvre, qui a été jouée à Bruxelles. La première, elle avait joué à Bruxelles, c'était un festival qui s'appelle Mausim Cities. Sauf que on l'avait joué donc en février, à la fin février. D'ailleurs, c'était pour le premier anniversaire du Hirak, le 22 février à Bruxelles. Mais malheureusement, la pièce n'a pas pu avoir une tournée, parce qu'il y a eu tout de suite la pandémie, le Covid. Et donc, la pandémie a fait que les salles étaient fermées, donc on n'a pas pu exploiter ça. Mais au-delà de ça, il y a énormément de situations que j'ai vécues dans le Hirak qui ont été amplement inspirantes pour moi. Mais pour te répondre, c'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait trouver trace de ça, une transformation de ce moment au niveau littéraire? Je te répondrai indirectement en te renvoyant à mon roman Body Writing, Alger Journal Intense, dans le titre de Macula, Ouais. où il y a tout un chapitre qui s'intitule Octobre. Octobre, d'accord? C'est sur les événements d'octobre 88. Et ce chapitre, en fait, il est nourri de mes propres notes que je prenais à l'époque, où j'étais étudiant à l'université de Babzoua et j'habitais à Boufalik. Et donc, une bonne partie de ce chapitre est nourrie de mes notes de l'époque. Et de la même façon, il n'est pas interdit dans 10 ans, de 20 ans, de 30 ans, de revenir à ce moment historique. Et il paraît même que les événements de cette ampleur vieillissent bien. Et donc, j'ai bon espoir qu'un jour, je pourrai revisiter ce moment qui, quoi qu'on dise, a été marquant à sa manière. Je rappelle, Mustapha Benfodi, c'est Terminus Babel. Il y a marqué roman, mais maintenant, je crois que vous avez compris qu'il ne faut pas trop se fier aux apparences. C'est pas qu'un roman, c'est plein de choses. Et c'était édité d'abord chez les éditions Barzac. Et
et aussi aux éditions Makula en France. D'ailleurs, vous pouvez trouver dans le descriptif de Ouais. la vidéo, pardon, un lien qui renvoie directement à la page dédiée du bouquin sur le site des éditions Makula. Comme je sais qu'on a très peu de temps, mais je suis persuadé que tu reviendras et on parlera de plein d'autres choses, je voudrais te poser une dernière question qui est assez actuelle. Tu en as un tout petit peu parlé. Tu as dit le mot. Tu as dit le mot Gaza. Mhm. Et je voudrais savoir, là, je pose la question toujours à l'écrivain. Qu'est-ce que l'écrivain fait de ça? Oui. Qu'est-ce qu'il fait de ça, l'écrivain? Ah, justement, ça c'est en fait, je t'avais parlé tout à l'heure du texte que j'ai envoyé à Maya, et ce texte, et l'une des raisons qui m'ont fait choisir ce graffiti en particulier pour écrire ce texte, donc il s'intitule La syntaxe tremblante des rescapés, c'était parce que c'était pas uniquement parce que c'était du Mahmoud Darwish qui naturellement nous renvoie à la Palestine, mais c'est parce que ça m'a tout de suite renvoyé à la figure la tragique actualité palestinienne, sur laquelle, du reste, je travaille comme journaliste depuis Oui. pratiquement le début. Bon, j'ai repris mon travail à Al-Watan en décembre, c'était pas en octobre, mais depuis que j'ai repris, j'anime chaque jour une page sur la Palestine, sur les colons d'Al-Watan. Il y a d'un côté de l'actualité pure, et puis de l'autre, je travaille aussi sur l'histoire de la Palestine, parce que je pense que c'est important que les gens sachent, par exemple, c'est quoi la différence entre Nakba et Naksa, c'est-à-dire la débâcle de 48 et celle de 67. Par exemple, c'est quoi, que représente Marwan Barghouti, par exemple, ou bien c'est quoi les accords d'Oslo. Donc vraiment un travail de pédagogie, tu vois, très simple. Ou bien c'est quoi aujourd'hui la littérature palestinienne, ou le théâtre palestinien, ou le cinéma palestinien. Et donc, et je profite de l'occasion pour saluer un très grand livre que j'ai ici, qui est paru dernièrement chez Balzac, qui s'intitule De glace et de feu, et qui est de Suzanne Elkins, qui est une Mhm. écrivaine palestinienne fabuleuse et prodigieuse. Et autre chose, je voudrais dire un mot sur ce livre qui vient de sortir chez une maison qui s'appelle Le Port à Jeuny à Marseille, en Mhm. collaboration avec la Bibliothèque arabe de Marseille. Et il s'intitule Ma mère a refusé que quiconque écrive sur nos corps. Et en arabe, c'est Rafadat Ummi an yaktuba ala jasidina ahad. Donc, c'est un très très beau poème d'une poétesse palestinienne qui s'appelle euh, Amin Hanin. Vraiment très très beau, très bouleversant. Et les éditions Le Parajoni ont eu la gentillesse de me demander de l'accompagner avec un texte de moi. En fait, ce texte, j'avais écrit il y a quelques mois déjà. Il s'intitule Shava, ça veut dire débris, ou bien éclat, et qui est directement inspiré voilà, de cette tragique actualité, encore une fois. Et c'est grâce à mon ami Lotfinia, donc traducteur, et aussi un musicien qui s'appelle Farid El Roul, qui ont performé et donné à lire ce texte à Marseille. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans cette anthologie poétique. Donc ce sont de tout petits gestes, Samuel, pour te répondre, ce sont de tout petits gestes. Malheureusement, on n'a que les mots. Et ce que je peux te dire, c'est que on ne peut jamais savoir comment les choses peuvent se transformer. Mais je suis certain d'une chose, euh, c'est qu'il me sera très très difficile de parler de Raza. Très très difficile. C'est quelque chose qui tellement... euh, enfin, il est d'une ampleur telle que même mettre des mots relève... bien sûr que ça relève euh, c'est-à-dire du dérisoire, du dérisoire. Mais au-delà du dérisoire, je te dirais même que je suis frappé par une espèce d'aphasie. Et donc, je réagis comme ça par à coup. Je l'ai fait aussi quand j'ai couvert la guerre en Irak. Il m'a fallu du temps pour écrire sur l'Irak. Il m'a fallu du temps pour digérer ce que j'avais vécu en Irak. C'est passé par des fragments, c'est passé par de petits textes poétiques, c'est passé par une toute petite pièce qui s'intitule Dijla, c'est-à-dire le tigre. Et donc, on a besoin, en fait, de temps pour digérer tout ça, parce qu'on est encore dans la sidération. Terminus Babel, Mustapha Ben Fodil, édition Makula.
Merci beaucoup, Mustapha, d'être venu nous parler un peu de cinéma et, et surtout de littérature. Et je mets 3 points de suspension à notre conversation. Tu reviens quand tu veux. Merci, merci à toi, Samir. Vraiment, c'est toujours un bonheur d'échanger avec toi parce que tu as cette. En fait, tu es vraiment un passeur, un formidable passeur qui a. Enfin, je ne sais pas si on te l'a déjà dit, mais au-delà de ton érudition, de ta culture encyclopédique concernant le cinéma, tu as aussi une très grande plume. Et c'est toujours avec émotion que je te lis. Voilà, donc j'espère, je formule ce vœu que ce que tu as écrit dans ton blog, ce que tu as écrit dans Al-Watan, parce que tu as illuminé les pages, notamment d'Al-Watan Weekend, avec tes critiques. Et donc j'espère, je ne sais pas, je te retourne. Donc là, on inverse pour le coup les rôles. Je ne sais pas, est-ce qu'il y aurait une collection, est-ce qu'il y aurait quelque chose avec ces critiques, ces papiers que tu as semés pendant toutes ces années. Est-ce que tu comptes les publier? Je ne sais pas, tu sais, moi je suis, si j'ai choisi de faire de la critique de cinéma via des conversations depuis 3 ans, c'est que peut-être mon rapport à l'écriture est un peu compliqué. Mais peut-être un jour, hein, peut-être, qui sait. Mais en tout cas, venant de toi, ça me touche particulièrement. Ouais. Voilà, merci beaucoup Mustapha. Et puis Merci, encore une fois de plus, je vous invite à cliquer sur le lien du descriptif pour pouvoir vous procurer ce livre. C'est très important. N'hésitez pas. Et puis, Mustapha reviendra sur la chaîne, j'en suis persuadé. Merci à toi et très bonne journée. Merci beaucoup. Samuel. Merci. Merci beaucoup. Générique. Au revoir. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.